Au mariage de ma sœur, j'ai trouvé ma place. Ce n'était pas à l'intérieur de la magnifique salle de bal du domaine, baignée de lumière dorée. Ce n'était pas à une table décorée de roses et de cristal. Non. Ma place était dehors. Sur la terrasse de service, à côté des ventilateurs bruyants de la cuisine. On m'avait assigné une petite table ronde en métal, du genre de celle qu'on oublie dans un coin de jardin. Et juste à côté de cette table, à moins d'1 mètre, se trouvaient 2 énormes poubelles industrielles. L'odeur de la nourriture de la veille et du champagne éventé me collait à la gorge. C'est là que ma sœur, Ophélie, m'a trouvée. Elle est sortie de la salle principale comme un cygne, sa robe à 30 000 € flottant autour d'elle. Elle avait 35 ans, elle était magnifique, et elle était le soleil autour duquel toute notre famille tournait. Elle s'est approchée de moi, son sourire aussi parfait que sa manucure. Puis elle s'est penchée, et l'odeur de son parfum de luxe s'est mélangée à celle des ordures. « Gâcher de la bonne nourriture pour toi », m'a-t-elle murmuré, sa voix mielleuse. C'est mignon. J'ai levé les yeux, mon cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. À travers la grande baille vitrée, je pouvais voir nos parents. Notre mère, Martine, 58 ans, a détourné le regard, faisant semblant d'ajuster son collier de perles. Notre père, Bernard, 60 ans, un agent immobilier obsédé par l'image, m'a regardé avec exaspération avant de marmonner quelque chose à mon oncle. Je l'ai entendu, même à travers la vitre, elle devrait comprendre et partir d'elle-même. Partir. Ophélie a vu que j'avais vu. Son sourire s'est élargi. Tu vois, Faustine, a-t-elle dit en redressant sa traîne. Tu ne comptes tout simplement pas. Elle a fait demi-tour et est retournée à sa fête, à sa vie parfaite, me laissant là, seule, avec les restes et l'humiliation. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de perdre la seule personne qui maintenait encore leur monde à flot. Ils ne savaient pas que leur image parfaite reposait sur des fondations que je maintenais secrètement, moi, la fille de 32 ans qu'ils traitaient comme une erreur. Mais avant que je ne vous raconte en détail comment leur monde entier s'est effondré, minute par minute, sous leurs yeux horrifiés, j'aimerais savoir quelque chose. Je me sens un peu seule sur cette terrasse, alors dites-moi, de quelle région de France m'écoutez-vous? Ou peut-être d'un autre pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Laissez un commentaire, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient m'avoir détruite. En réalité, ils venaient de signer leur propre fin. Et le spectacle n'allait pas tarder à commencer. Pour comprendre ce qui s'est passé au mariage, vous devez comprendre ma famille. Nous vivons à Angers. Pas dans les vieux quartiers charmants, mais dans une de ces nouvelles banlieues où toutes les maisons sont identiques, avec des pelouses trop vertes et des façades impeccables. Notre famille était obsédée par une seule chose, la façade. L'apparence. Mon père, Bernard, vendait des maisons. Il ne vendait pas des foyers, il vendait des images de réussite. Ma mère, Martine, était son écho, s'assurant que nos rideaux étaient toujours parfaitement repassés et que nous ne sortions jamais les poubelles avant la nuit tombée. Et puis il y avait Ophélie. Ma sœur aînée de 3 ans. Ophélie était leur chef-d'œuvre. Elle travaillait dans les relations publiques, elle était belle, bruyante, et tout ce qu'elle faisait était conçu pour être vu. Et moi? J'étais Faustine. 32 ans. Le fantôme dans la photo de famille. Je suis restauratrice d'archives. Mon monde est fait de silence, de papier ancien, de poussière et de patience. Quand ma famille parlait de contrats immobiliers à 300 000 € ou de soirées mondaines, je passais mes journées à sauver un manuscrit du XVIIe siècle d'une invasion de champignons. J'aime mon travail. Je l'aime parce que le papier ancien ne ment pas. Une tache d'encre est une tache d'encre. Un filigrane est un filigrane. C'est réel. Ma famille, elle, était fausse. Mon père disait toujours, Faustine et ses vieux papiers. C'est un passe-temps mignon, mais ça ne paie pas les factures. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ça les payait. Ça payait bien plus qu'il ne l'imaginait. Mais je n'ai jamais été douée pour parler. J'ai toujours été douée pour voir. Mon intuition n'a jamais été magique. C'est juste de l'hypervigilance. Quand vous grandissez dans une maison où l'amour est conditionnel à l'image, vous apprenez à lire les signes avant tout le monde. Vous apprenez à voir la minuscule fissure dans le sourire de votre mère,
ou la façon dont votre père tape des doigts quand il ment sur ses chiffres de vente. J'ai appris à lire les fissures sur les gens comme je lis les fissures sur un parchemin. C'est un mécanisme de survie. Adolescente, j'ai prévenu mon père qu'un nouvel associé avait l'air faux. Mon père m'a ri au nez. 6 mois plus tard, l'associé est parti avec la moitié de ses clients. Plus tard, j'ai dit à ma mère que notre voisin, si charmant, me mettait mal à l'aise. Elle m'a dit que j'étais paranoïaque. On l'a arrêté pour une série de cambriolages dans le quartier. Je ne disais plus rien. Je me contentais d'observer, de travailler dans mon atelier aménagé au sous-sol, et de vivre comme une ombre. Il m'appelait la discrète. L'originale. Celle qui est dans son monde. J'étais tout cela. Et j'étais aussi la seule à voir la catastrophe qui s'annonçait. Et la plus grande fissure de toutes, le plus grand désastre, venait de franchir le seuil de notre maison. Mon atelier était mon sanctuaire. L'odeur de la colle de pâte, du cuir ancien et du thé fort. C'était le seul endroit de la maison où je pouvais respirer. J'étais en train de travailler sur une pièce magnifique, une vieille carte marine d'une expédition à Saint-Malo, un travail complexe de restauration qui demandait une concentration absolue. La porte s'est ouverte à la volée. Mon père, Bernard. Il n'a jamais frappé. Faustine, tu es encore en train de jouer avec tes vieux papiers? Il a reniflé, regardant mon travail avec dédain. J'ai eu Ophélie au téléphone. Elle vient de signer un contrat de relations publiques à 10 000 € pour un nouveau domaine viticole. 10 000. Il a rayonné. Voilà une fille qui réussit. Une vraie contributrice à la famille. Je n'ai pas levé les yeux de ma loupe. Je savais qu'il essayait de me provoquer. C'est bien pour elle, papa. Bien? C'est brillant. Et toi? Que as-tu fait aujourd'hui? Tu as collé des bouts de papier? J'ai soupiré doucement. Sur mon ordinateur, dans ma boîte mail, se trouvait un virement bancaire. Une confirmation de 4 000 € d'une maison d'enchères de Paris, pour qui je venais d'authentifier, et de restaurer, un lot de lettres supposées être de la Renaissance. C'était un faux. Un faux très convaincant. Mais j'avais vu la fissure, le type de papier n'était pas tout à fait de la bonne époque, l'encre avait une composition chimique légèrement trop moderne. Je leur avais fait économiser des centaines de milliers d'euros. Et ils m'avaient payé 4 000 € pour mon expertise. Mais je n'ai rien dit à mon père. À quoi bon? Il y a un mois, j'avais surpris une conversation entre mes parents. Ils étaient dans la cuisine, pensant que j'étais sortie. La voix de ma mère était tendue. Bernard, la taxe foncière arrive. C'est 2 500 €. Et après la commission que tu as perdue le mois dernier, je ne sais pas comment on va faire. Ne t'en fais pas, avait menti mon père, sa voix trop haute. J'ai une grosse vente qui va rentrer. Je savais qu'il n'avait pas de grosse vente. Je l'avais vu sur son ordinateur. Le lendemain, depuis mon propre compte bancaire, celui qu'ils ignoraient, j'ai payé leur taxe foncière. Anonymement. En ligne. Ils ont cru à une erreur administrative, un report miraculeux. Ils n'ont jamais posé de questions. Mon père se tenait toujours dans mon atelier, gonflé de fierté pour Ophélie. 10 000 €, a-t-il répété. Elle va nous acheter de nouveaux meubles pour le salon. Pas comme toi, qui ne fait que prendre de la place. Il est parti, me laissant dans le silence. Sur l'écran de mon ordinateur, un nouveau mail est arrivé. C'était de Monsieur Rocher, le propriétaire d'une imprimerie prestigieuse à Angers, spécialisée dans les impressions d'art. Mademoiselle Faustine, disait le mail. J'ai un document extrêmement urgent et confidentiel que j'aimerais vous montrer. Votre discrétion est légendaire. J'ai souri. Il vivait sur une dette qu'il ne voyait pas, une dette que je couvrais, tout en me traitant moi-même comme une dette. L'ironie était presque aussi suffocante que l'odeur de colle. Ophélie avait 35 ans. Et à Angers, dans notre milieu obsédé par la façade, une femme de 35 ans non mariée commençait à ressembler à une anomalie. Ma mère était en panique. Et puis, Maxence est arrivé. Il est apparu à un dîner de famille, sorti de nulle part. Ophélie l'a présenté comme le Messie. Maxence est gestionnaire de patrimoine, a-t-elle roucoulé, s'accrochant à son bras.
Sa famille possède, eh bien, presque tout près de Chinon. Maxence était beau, d'une manière trop polie. Costume trop cher, montre trop brillante, sourire trop large. J'ai attendu mon tour. Il s'est tourné vers moi, la petite sœur. Et vous êtes ? Faustine. Je lui ai serré la main. Et mon hypervigilance s'est mise à hurler. Sa main était trop molle, trop moite. C'était la main d'un homme qui n'avait jamais travaillé, mais qui avait peur. Et son sourire ? C'était le pire. C'était un masque parfait, mais il ne correspondait pas à ses yeux. Ses yeux bougeaient trop vite, scannant la pièce, évaluant la valeur de nos meubles, de l'argenterie de ma mère. Il ne regardait pas une future famille. Il regardait un bilan comptable. Quand il m'a lâché la main, j'ai eu l'impression d'essuyer quelque chose de visqueux sur ma jupe. Plus tard dans la soirée, j'ai essayé, très doucement, de parler à Ophélie. Il a l'air charmant, Ophélie. Mais quoi ? Son ton était déjà défensif. Je ne sais pas. J'ai un sentiment étrange. Il parle beaucoup d'argent, non ? Ophélie a éclaté d'un rire aigu. Oh, Faustine. Bien sûr qu'il parle d'argent, il en a. Tu ne peux pas comprendre, toi, avec tes vieux papiers. Tu es juste jalouse. J'ai reculé. Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi tranquille avec tes sentiments, a-t-elle craché. Tu as toujours été bizarre. Ne gâche pas ça pour moi. Le test final a eu lieu lors du dîner officiel de fiançailles, chez mes parents. J'avais mis ma seule belle robe, une simple robe bleu marine. Ophélie, déjà en mode reine, m'a demandé de l'aider à servir le vin rouge, un Anjou village que mon père avait sorti pour l'occasion. Alors que je passais près d'elle, elle a fait un mouvement brusque, soi-disant pour saluer un invité. Son coude a heurté mon bras. Le verre entier s'est renversé sur le devant de ma robe. Oh, a-t-elle crié, les mains devant la bouche. Oh, ma pauvre Faustine. Tu es si maladroite. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de la victoire. J'ai dû passer le reste de la soirée dans un vieux pull et un jean, humilié, pendant qu'elle trônait à côté de son futur mari. J'ai vu le petit sourire triomphant dans ses yeux quand elle m'a vu revenir. Ce n'était pas un accident. C'était un avertissement. Elle me sortait de la photo de famille, méthodiquement. Et le pire, c'est que personne d'autre ne l'avait vue. L'organisation du mariage est devenue l'unique centre d'intérêt de la maison. C'était comme une opération militaire. Ma mère et Ophélie passaient leur journée à murmurer sur des échantillons de couleurs, ivoire, coquilles d'œufs. Puis l'email est arrivé. C'était un email groupé envoyé par Ophélie à toute la famille, avec les détails logistiques. Et, tout en bas, après les informations sur l'hôtel, il y avait une petite note. PS, comme vous le savez, un mariage coûte très cher. Nous avons dû faire des choix difficiles. Pour des raisons de budget et de place, nous ne pouvons malheureusement pas accepter les +1. Nous comptons sur votre compréhension. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer pour des profiteurs. J'ai lu la phrase 2 fois. Des profiteurs. J'ai regardé la liste des destinataires. Mon oncle et ma tante, mariés. Mes cousins, mariés. Mes parents. Et moi. Faustine. La seule célibataire. La seule qui viendrait seule. Le message n'était pas subtil. C'était une flèche empoisonnée tirée en plein cœur. Moi, la profiteuse. Moi, qui payais secrètement leurs factures. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, c'était l'essayage de la robe de mariée. Un rituel obligatoire. J'étais dans la boutique de luxe, debout dans un coin, tenant le sac à main de ma mère, me sentant aussi déplacée qu'un livre moisi dans une bibliothèque stérile. Ophélie était magnifique, je devais l'admettre. Mais son attitude était devenue insupportable. Maxence est arrivé en retard, son téléphone collé à l'oreille. « Chérie, c'est sublime », a-t-il dit en l'embrassant à peine. Puis, pensant que personne ne regardait, j'ai vu son geste. Ophélie s'est retournée pour regarder le miroir, et Maxence s'est penché discrètement pour regarder l'étiquette de prix de la robe.
J'ai vu une fraction de seconde de panique pure dans ses yeux. Il a avalé sa salive, puis a remis son masque souriant. Mon sang s'est glacé. Cet homme n'avait pas d'argent. Il comptait l'argent. Ophélie s'est retournée vers moi. Alors, Faustine? Tu ne dis rien? Tu n'aimes pas? La vendeuse et ma mère m'ont regardé. C'était un piège. C'est une très belle robe, Ophélie. Juste belle? Son ton était glacial. Puis elle s'est tournée vers la planificatrice de mariage qui était avec nous. Ah, Madame Dubois, a dit Ophélie d'une voix forte, s'assurant que tout le monde entende. Concernant le plan de table. Pour ma sœur Faustine. Elle m'a jeté un regard. Elle est un peu sensible au bruit. C'est une artiste, vous comprenez. Elle aime le calme. Je pensais, ne pourrait-on pas lui trouver une petite table, quelque part de vraiment tranquille? La planificatrice a semblé surprise. Tranquille, madame? Oui, a dit Ophélie. Loin de l'orchestre. Loin de tout. Elle préfère. N'est-ce pas, Faustine? Tous les yeux étaient sur moi. C'est à ce moment-là. L'humiliation publique. L'email, et maintenant ça. Il me poussait dehors, pièce par pièce. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous crié? Auriez-vous démasqué son jeu sur le champ? Ou vous seriez-vous tu, juste pour voir jusqu'où elle irait? Dites-le-moi dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous auriez fait. Moi, je me suis tue. J'ai juste hoché la tête. Oui, j'ai murmuré. J'aime le calme. Ophélie m'a souri. Un sourire de prédateur. Je ne savais pas que « calme » était le mot de code pour « inhumain ». Je ne savais pas que « tranquille » signifiait « à côté des poubelles ». Nous sommes arrivés au domaine près de Saumur la veille du mariage, pour la répétition. Le trajet de 45 minutes depuis Angers avait été tendu. Mon père conduisait en se plaignant du prix de l'essence, tandis que ma mère détaillait le coût des fleurs. J'ai conduit ma propre voiture, une vieille Clio qui avait connu des jours meilleurs, mais qui était à moi. Je les ai suivis à distance. En arrivant, le domaine était magnifique. Une vieille bâtisse en pierre de tuffeau, des vignes à perte de vue. Mais l'air était électrique. Alors que je garais ma Clio dans le parking des fournisseurs car non, je n'avais pas le droit de me garer dans le parking des invités, j'ai vu une scène. Maxence, le futur marié, était là, près d'un camion de livraison. Il était en pleine dispute avec un autre homme. Un homme plus âgé, impeccablement vêtu d'un costume sombre, qui semblait furieux. Maxence avait l'air paniqué. Je me suis arrêté, me baissant pour faire semblant de chercher quelque chose dans mon coffre. Et là, j'ai reconnu l'homme en costume. Mon cœur a fait un bond. C'était Monsieur Rocher. Le propriétaire de la prestigieuse imprimerie d'Angers. Mon client. L'homme qui m'avait contacté pour le document confidentiel, l'homme qui respectait mon travail plus que ma propre famille. Que faisait-il ici, a crié sur Maxence. Je me suis rapproché, caché par une rangée de buissons. J'exige mes 5 000 €, Maxence, sifflait Monsieur Rocher, en agitant une feuille de papier. C'était une facture. Les faire-part ne sont pas gratuits. Vous m'avez dit, la famille paiera, vous m'avez menti. Maxence a tenté de le calmer, posant une main mielleuse sur son épaule. Allons, Monsieur Rocher, c'est un malentendu. L'argent arrive, la dot de ma femme. Je me fiche de la dot, a rugi Monsieur Rocher. J'ai payé mes fournisseurs. C'est mon entreprise. Si je n'ai pas les 5 000 € avant la cérémonie demain, Vous ne ferez rien, l'a coupé Maxence, son sourire devenant soudain glacial. Parce que si vous faites un scandale, je dirai à tout le monde que votre imprimerie a fait faillite et que vous harcelez les gens. Monsieur Rocher est devenu blême. Il a reculé, abasourdi par le culot. Vous n'oseriez pas. Regardez-moi, a dit Maxence. Il a ajusté ses boutons de manchette, puis s'est éloigné en direction de la chapelle, laissant Monsieur Rocher seul sur le parking, sa facture à la main. Je suis resté figé. Maxence était un fraudeur. Il n'avait pas d'argent. Il mentait à Monsieur Rocher. Et il mentait sûrement à ma sœur.
Une partie de moi aurait dû courir le dire à Ophélie. Mais laquelle? La sœur qu'elle avait humiliée? La profiteuse? J'ai pris une décision. J'allais me taire. Et j'allais observer. Je suis rentré dans le domaine pour la répétition. Tout le monde riait. L'ironie était totale. Pendant que les autres s'entraînaient à marcher dans l'allée, je me suis éclipsé vers la salle de réception. Je devais voir. J'ai trouvé le plan de table posé sur un chevalet. J'ai cherché mon nom. Table 1. Table 2. Table 10. Rien. Puis je l'ai vu. Tout en bas, dans une note de bas de page, écrit à la main. Table 12, Faustine, extérieur, terrasse de service. Ce n'était pas une blague. C'était réel. J'ai senti un frisson me parcourir. Il ne me préparait pas une table. Il me préparait un piège. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais maintenant une arme. Je savais pour Maxence. Je savais pour Monsieur Rocher. Et je savais que ce mariage était un château de cartes. J'attendais juste le bon coup de vent. Le jour du mariage. Le soleil brillait. L'air sentait le jasmin et l'argent. Ou du moins, l'illusion de l'argent. J'ai mis ma simple robe bleu marine. Mon armure. J'ai sauté la cérémonie à la chapelle, prétextant une migraine. Je ne pouvais pas supporter d'entendre les vœux, sachant qu'ils étaient basés sur un mensonge de 5000 €, et probablement bien plus. Je suis arrivé pour la réception. La salle de bal était un rêve. Des lustres, des fleurs, un orchestre. Les invités, tous membres du beau monde d'Angers, riaient, buvaient du champagne. Personne n'a remarqué mon arrivée. J'étais, après tout, la discrète. J'ai cherché le plan de table officiel, espérant qu'il y ait eu une erreur. Que la note sur le brouillon n'était qu'une mauvaise blague. Non. J'ai trouvé la coordinatrice du mariage, une femme stressée avec un casque audio. Excusez-moi, madame. Je cherche la table 12? Faustine? Elle m'a regardé, son visage passant de l'efficacité professionnelle à une pitié embarrassée. Ah. Oui. Mademoiselle Faustine. Elle a baissé la voix. C'est une demande spéciale de la mariée. Votre table est, par ici. Elle ne m'a pas conduite dans la salle de bal. Elle m'a conduit hors de la salle de bal. Nous avons traversé un couloir de service, passé les cuisines d'où s'échappaient des cris et des bruits de casseroles. Nous avons poussé une lourde porte métallique. Et nous étions dehors. Sur la terrasse de service. L'odeur de jasmin a été remplacée par celle de l'huile de friture et de l'eau de javel. Là, comme une île de la honte, se trouvait ma table. Une petite table ronde en métal, sans nappe. Pas de fleurs. Pas de verre à eau. Juste une chaise. Et à côté, les 2 énormes poubelles vertes, qui débordaient déjà des restes de la préparation. Je suis vraiment désolée, a murmuré la coordinatrice, avant de s'enfuir comme si l'endroit était contaminé. Alors je me suis assise. J'ai regardé la porte de la salle de bal, à travers laquelle je pouvais voir les lumières et entendre les rires. C'est là qu'Ophélie m'a trouvée. Elle est sortie, non pas par la porte de service, mais par la grande baille vitrée principale, faisant le tour du bâtiment juste pour venir me voir. Son triomphe était si grand qu'elle voulait le savourer. Elle s'est plantée devant moi, son ombre me couvrant. Alors, dit-elle, sa voix chantante. Le calme te convient? Je n'ai rien dit. Tu t'attends à ce qu'on te serve, elle a ricané. J'ai regardé la poubelle. Gâcher de la bonne nourriture pour toi? Elle a fait une pause, savourant son moment. C'est mignon. Je l'ai regardé. J'ai regardé cette femme qui était ma sœur. Laisse le cadeau et rentre chez toi, m'a-t-elle ordonné, son ton devenant dur. Personne ne verra la différence. Et puis, le coup de grâce. Derrière la baie vitrée, j'ai vu mon père, Bernard, lever son verre de champagne. Il a regardé Ophélie, puis m'a regardé. Il a vu la scène. La table. Les poubelles. Il n'a pas eu l'air horrifié. Il n'a pas eu l'air choqué. Il a hoché la tête. Un petit signe d'approbation. Puis il a murmuré à mon oncle,
mais je pouvais lire sur ses lèvres, même de loin. Ophélie a raison. Va-t'en, Faustine. Ne gâche pas l'image. L'image. Tout ce qui comptait. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Un fil qui me retenait à eux, fin, mais tenace. Il venait de céder. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai senti une clarté froide s'installer en moi. C'était fini. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je suis restée assise une seconde de plus, l'écho des mots de mon père résonnant dans ma tête. Ne gâche pas l'image. Ophélie me regardait, son visage rayonnant de mépris. Elle attendait les larmes. Elle attendait une crise de colère. Elle attendait que je m'effondre, que je la supplie. Je ne lui ai rien donné de tout cela. Très lentement, j'ai baissé les yeux vers le cadeau que j'avais posé à mes pieds. C'était un petit paquet carré, emballé dans du papier craft simple. À l'intérieur se trouvait un livre ancien sur l'histoire de la région de Saumur, un livre que j'avais trouvé dans un état lamentable et que j'avais passé des semaines à restaurer. Je pensais qu'il irait bien dans leur nouvelle vie. J'ai regardé ce cadeau. Puis j'ai regardé Ophélie. Puis j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de pardon. C'était un sourire froid, tranchant, un sourire que je ne me connaissais pas. C'était le sourire de quelqu'un qui vient de comprendre les règles d'un jeu qu'elle ne savait même pas jouer. Tu as raison, Ophélie, ai-je dit, ma voix calme, presque conversationnelle. La surprise a traversé son visage. Elle s'attendait à tout, sauf à l'accord. Quoi? Tu as raison, ai-je répété. Je me suis levée, lissant ma robe bleu marine. C'est une perte de bonne nourriture. J'ai pris le cadeau. Je ne le lui ai pas donné. Je l'ai gardé contre moi. Alors, je m'en vais. C'est ça, a-t-elle craché, essayant de reprendre le contrôle. Va-t'en. Rentre à Angers en pleurant. Oh, je ne pleure pas, ai-je dit. J'ai fait un pas, puis je me suis arrêtée. J'ai regardé la porte de service par laquelle la coordinatrice m'avait fait entrer. Puis j'ai regardé la grande baille vitrée principale, là où la fête battait son plein. Je n'allais pas repartir comme une servante. Je me suis dirigée, non pas vers le parking, mais vers l'entrée principale de la salle de bal. Qu'est-ce que tu fais? A sifflé Ophélie, paniquée à l'idée que je fasse une scène. Je l'ai ignorée. J'ai contourné le bâtiment, ma tête haute. J'ai atteint l'entrée principale. J'ai poussé les lourdes portes en chêne. La musique s'est arrêtée net. L'orchestre a vu mon visage. Tous les invités se sont retournés. Sans père Dieu. J'ai traversé la salle de bal. J'ai marché sur la piste de danse vide. Je pouvais voir mes parents, pétrifiés. Je pouvais voir Maxence, qui me regardait avec une inquiétude soudaine. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas crié. Je tenais mon cadeau contre moi, comme un bouclier. J'ai atteint l'autre côté de la salle. J'ai poussé les portes principales du domaine. Je suis sortie dans l'air frais de la nuit. Je n'ai pas appelé de taxi. J'allais à ma voiture. Ma vieille Clio. Ma propre dignité. Ils pensaient que c'était ma défaite. Ils pensaient que j'étais chassée. C'était ma déclaration de guerre. C'était le début de leur fin. Et la première bataille commençait exactement maintenant, sur le parking. Alors que je marchais d'un pas rapide vers le parking des fournisseurs, ma colère me servant de carburant, j'ai entendu des éclats de voix. La scène que j'avais aperçue la veille se rejouait, mais en pire. Monsieur Rocher était là. Il avait garé sa berline de fonction en travers de la sortie, bloquant la magnifique voiture de mariage vintage, louée, j'en étais sûre, dans laquelle Ophélie et Maxence étaient censés faire leur sortie triomphale. Je ne pars pas sans mes 5000 €, hurlait Monsieur Rocher. Il n'était plus l'homme d'affaires distingué. Il était un homme poussé à bout. Maxence était sorti de la voiture, son visage rouge de fureur. Vous gâchez mon mariage. Vous avez gâché mon bilan comptable, a rétorqué Monsieur Rocher. Ophélie, dans sa robe, était sortie à son tour, l'air complètement perdu.
Maxence, chérie, paie-le et finissons en. Je ne peux pas, a bégayé Maxence. Et c'est à ce moment-là que Valentin est arrivé. Le frère aîné de Maxence. Un homme silencieux que j'avais à peine remarqué. Il avait l'air mortifié. Maxence, dis-lui la vérité, a plaidé Valentin. Dis-leur la vérité à tous. La vérité sur quoi, a demandé Ophélie, sa voix montant dans les aigus. C'est là que je suis arrivée. Les quatre se sont tournés vers moi. Monsieur Rocher a plissé les yeux. Il m'a regardé, moi, Faustine, dans ma robe simple, tenant un cadeau, l'air de quelqu'un qui fuit. Puis son cerveau a connecté les points. Il a regardé mon visage. Il a regardé la facture dans sa main. Il a regardé Maxence, le marié. Il a regardé Ophélie, la mariée. Mademoiselle Faustine, a-t-il dit, incrédule. Vous? Qu'est-ce que? Ses yeux se sont écarquillés. Non. A-t-il murmuré. Ne me dites pas que. C'est le mariage de votre sœur? J'ai hoché la tête. La fureur de Monsieur Rocher s'est transformée en autre chose. Une colère juste. Une indignation sacrée. Il m'a montré du doigt. Ils vous ont fait ça? Je vous ai vu sur la terrasse de service. Avec les poubelles. Ophélie est devenue blanche. C'est votre famille, a demandé Monsieur Rocher. J'ai hoché la tête à nouveau. Oh, non, a dit Monsieur Rocher, sa voix basse et dangereuse. Vous ne partez pas, il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, ce n'était pas le client, c'était l'allié. Nous y retournons. Il ne m'a pas laissé le temps de protester. Il a attrapé mon bras, a fait signe à Valentin de le suivre. Qu'est-ce que vous faites? A crié Maxence. Je vais chercher mon argent, a dit Monsieur Rocher. Nous avons fait irruption dans la salle de bal. Moi, Monsieur Rocher furieux, et Valentin, l'air misérable. La musique s'est arrêtée. Valentin a attrapé le micro du chanteur. Excusez-moi, sa voix tremblait. Mon frère est un menteur. Notre famille est ruinée. Il n'a pas un centime. Un silence de mort. Puis Monsieur Rocher a pris le micro. Sa voix, elle, ne tremblait pas. Et ce n'est pas seulement un menteur, c'est un insolvable. Il doit à mon entreprise 5 000 € pour les invitations que vous tenez tous. Il a balayé la salle du regard. Puis il m'a pointé du doigt. Moi, debout à l'entrée. Et vous? Vous tous, a-t-il crié. Vous buvez du champagne pendant que la seule personne de valeur dans cette famille, la seule personne de vraie valeur, est traitée comme une poubelle. Mes parents ont essayé de se cacher. Vous savez qui c'est? A demandé Monsieur Rocher au public. C'est Mademoiselle Faustine. La meilleure restauratrice d'archives de tout l'ouest de la France. La seule experte capable de repérer un faux à 20 mètres. Il s'est tourné vers ma famille. Elle est la seule chose d'authentique dans cette pièce. Et vous l'avez mise à la porte. Ophélie, qui était revenue en courant, s'est arrêtée net. Elle a regardé les visages de tous ses invités, qui la dévisageaient. Puis, dans un bruit de soie froissée, elle s'est évanouie. Le silence dans la salle était total. C'était le son d'une façade qui s'effondre. La chute d'Ophélie a été le signal de la panique. Maxence n'a même pas essayé de la rattraper, il s'est précipité vers la sortie, bousculant les invités. Valentin, son frère, a juste secoué la tête avant de se diriger vers Ophélie pour l'aider. Au milieu de ce chaos, Monsieur Rocher s'est approché de moi. Allons-nous-en, Mademoiselle Faustine, m'a-t-il dit, sa voix maintenant calme. Cet endroit ne vous mérite pas. Il m'a escorté hors de la salle, devant mes parents pétrifiés. Mon père, Bernard, avait le visage gris. Ma mère, Martine, pleurait, mais pas pour moi. Elle pleurait pour l'image brisée. Monsieur Rocher ne m'a pas laissé conduire ma vieille Clio. Il m'a installé dans sa berline confortable et m'a ramené à Angers, en silence. Avant de me déposer, il m'a dit, vous méritez mieux, Mademoiselle Faustine. Beaucoup mieux. N'oubliez jamais ça. Le lendemain, l'histoire du mariage poubelle s'était répandue dans Angers comme une traînée de poudre. Les conséquences ont été rapides et brutales.
Pour Ophélie et Maxence, Maxence a disparu cette nuit-là. Il a vidé le compte joint, que ma sœur avait principalement approvisionné, et s'est volatilisé. Ophélie s'est retrouvée seule, non mariée, et avec une pile de factures impayées du domaine, du traiteur, et du fleuriste. La faillite de la famille de Maxence était bien réelle. Pour mes parents, la réputation de mon père, l'agent immobilier qui vendait du rêve, a été détruite. Qui voudrait acheter une maison à un homme qui traite sa propre fille comme un déchet? Ses clients se sont évaporés. L'image était tout ce qu'il avait, et elle était maintenant en morceaux. Pour moi, Monsieur Rocher, en plus d'être mon sauveur, est devenu mon meilleur agent. Il a raconté mon histoire, la partie professionnelle, mon expertise, à ses clients les plus riches. Des collectionneurs privés, des musées, des bibliothèques. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mon carnet de commandes s'est rempli pour les 2 années à venir. Pendant ce temps, à la maison de mes parents, la réalité financière commençait à mordre. La taxe foncière. Cette fameuse facture de 2 500 € que j'avais payée en secret l'année précédente. Elle est arrivée. Et cette fois, je ne l'ai pas payée. 1 semaine. 2 semaines. Une lettre de rappel. Puis une mise en demeure. Le téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix était mielleuse, comme si rien ne s'était passé. Faustine, chérie. C'est maman. Je sais. Dis-moi, tu n'aurais pas vu une lettre de la perception? Ils disent que nous n'avons pas payé la taxe foncière. C'est sûrement une erreur, n'est-ce pas? Non, maman. Ce n'est pas une erreur. Silence. Mais Bernard n'a pas beaucoup travaillé. Ophélie est à la maison, elle ne fait que pleurer. Nous n'avons pas l'argent ce mois-ci, Faustine. Tu dois nous aider. L'honneur de la famille. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à la terrasse de service. J'ai pensé aux poubelles. L'honneur, ai-je dit, ma voix aussi froide que le métal de cette table. L'honneur est mort sur cette terrasse de service, à côté des poubelles. J'ai raccroché. J'avais coupé le cordon. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. J'ai utilisé l'argent de mes nouveaux contrats pour quitter leur maison. J'ai trouvé un petit appartement dans le quartier historique de la Doutre, avec une pièce parfaite pour mon atelier. J'allais découvrir que la liberté avait un prix, et parfois, un visiteur inattendu. 6 mois ont passé. 6 mois de travail acharné, de silence et de paix. Mon nouvel appartement dans le quartier de la Doutre était mon havre. L'atelier donnait sur la Maine. L'odeur de mes parchemins se mélangeait à celle de la rivière. J'étais heureuse. Valentin, le frère de Maxence, m'avait contacté. Pas pour s'excuser au nom de son frère, mais pour lui-même. Il avait trouvé un travail modeste à Angers et m'envoyait parfois un message pour prendre de mes nouvelles. C'était une présence calme, respectueuse. Ma vie se reconstruisait, pièce par pièce. Et puis, un soir de novembre, on a sonné à mon interphone. Je ne m'attendais à personne. Oui. Une voix cassée, méconnaissable. Faustine, c'est Ophélie. Mon sang s'est glacé. Je ne l'avais pas vue ni entendue depuis le mariage. S'il te plaît. Ouvre-moi. Il pleut. J'ai regardé par la fenêtre. Il pleuvait à verse. J'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir. 1 minute plus tard, on frappait à ma porte. J'ai ouvert. Ce n'était pas Ophélie. C'était une épave. La femme qui se tenait sur mon paillasson était maigre, ses cheveux blonds magnifiques étaient devenus ternes, collés à son visage par la pluie. Elle ne portait pas de sac de luxe. Elle portait un vieux manteau usé et des baskets trempées. Elle m'a regardé avec des yeux rougis et gonflés. Faustine, a-t-elle sangloté. Je n'ai nulle part où aller. Elle m'a raconté. Après le mariage, les créanciers s'étaient retournés contre elle. Elle avait dû vendre son appartement pour payer les dettes du mariage. Mes parents, en pleine débâcle financière eux-mêmes, l'avaient accueillie, mais leur maison était devenue un enfer. Mon père la tenait pour responsable de sa ruine, ma mère pleurait toute la journée. Elle avait craqué. Elle était partie. Et elle était venue ici.
L'ancienne moi, la Faustine d'avant, l'aurait prise dans ses bras. L'aurait installée, lui aurait fait un thé. Mais cette Faustine-là était morte sur la terrasse de service. Je n'ai pas bougé de l'embrasure de la porte. Je l'ai laissée sous la pluie. Et alors, ai-je demandé. Elle a relevé la tête, choquée. Quoi? Tu n'as nulle part où aller. Et alors? Qu'est-ce que tu attends de moi, Ophélie? Que je te prépare la chambre d'amis? Elle a commencé à trembler. Je suis désolée. Désolée? J'ai eu un petit rire sec. C'est un grand mot. Désolée pourquoi, exactement? Pour la robe que tu as ruinée? Pour l'email des profiteurs? Ou désolée pour la putain de poubelle? Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Et là, elle s'est effondrée. Vraiment. Elle est tombée à genoux sur mon paillasson, sanglotant, le visage dans les mains. Pour tout, a-t-elle crié. Pour tout. Pour toute ma vie. J'étais jalouse de toi. Jalouse de moi? Tu avais, quelque chose. Un talent. Un vrai. Papa? Maman, il t'ignorait, mais moi je voyais bien. J'ai tout fait pour être meilleure que toi. Et ça n'a jamais marché. Alors j'ai essayé de te détruire. Je l'ai regardé. Une pitoyable créature sur mon seuil. J'ai soupiré. Relève-toi. Elle m'a obéi, tremblante. Tu n'es pas la bienvenue ici, lui ai-je dit. Son visage s'est décomposé. Mais, ai-je continué, tu peux entrer. J'ai ouvert la porte en grand. Très bien. Voilà les règles. Tu dors sur le canapé. Demain, tu commences à chercher un travail. N'importe quoi. Serveuse, femme de ménage. Je m'en fiche. Tu paieras 50% de ce que tu gagnes pour le loyer et la nourriture. Et tu commences une thérapie. Elle m'a regardé, les yeux ronds. Nous ne sommes pas des sœurs, Ophélie. Pas maintenant. Je ne suis pas ta famille. Je suis ta propriétaire. Tu es ma colocataire en probation. À la première insulte, au premier mensonge, tu es dehors. Compris? Elle a hoché la tête, en larmes, mais pour la première fois, je crois, c'était des larmes de soulagement. Ce n'était pas un happy end. C'était un chantier de reconstruction. Et le mien ne faisait que commencer. Les mois suivants ont été étranges. Vivre avec Ophélie n'était pas facile. C'était comme vivre avec un fantôme plein de regrets. Il y a eu des disputes. Des rechutes. Un soir, je l'ai trouvée en train de pleurer sur un relevé bancaire qui montrait à quel point elle était encore endettée. Mais elle a tenu bon. Elle a trouvé un travail de serveuse dans un petit café du centre-ville. Elle rentrait épuisée, sentant le café et l'humilité. Elle a commencé sa thérapie. Lentement, très lentement, quelque chose s'est reconstruit. Pas notre ancienne relation. Quelque chose de nouveau. De plus honnête. Quant à mes parents, ils ont dû vendre la maison. Ils vivent maintenant dans un petit appartement en location, et mon père travaille à temps partiel comme chauffeur de VTC. Ils ne m'appellent plus. Parfois, Ophélie leur apporte des courses. Elle revient de ses visites silencieuses et tristes, mais elle n'en parle pas, et je ne demande pas. Un soir, j'étais dans mon atelier, travaillant tard sur une restauration complexe. Ophélie est entrée, non plus comme une reine, mais timidement. C'est magnifique, ce que tu fais, m'a-t-elle dit, en regardant le parchemin sous ma lampe. C'est juste du papier, ai-je dit. Non, a-t-elle répondu. Tu ne te contentes pas de réparer les choses. Tu les sauves. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Mon téléphone a vibré. Un message de Valentin. Simple, comme toujours. Comment vas-tu, Faustine? J'ai vu qu'ils ouvraient une nouvelle exposition au musée des Beaux-Arts. Ça te dit? J'ai souri. Un vrai sourire, cette fois. J'ai repensé à cette nuit au domaine. À cette fille de 32 ans, seule à côté d'une poubelle. Être la discrète n'a jamais été une faiblesse. C'était ma formation. Toute ma vie, j'avais appris à regarder sous la surface, à trouver les fissures, les mensonges, les faux.
Mon travail consiste à gratter la saleté pour trouver la vérité en dessous. Ce soir-là, au mariage, j'ai juste appliqué mes compétences à ma propre vie. J'ai enfin gratté la façade dorée de ma famille pour voir la pourriture en dessous. Et au lieu de l'ignorer, j'ai choisi de la nettoyer. Ma vie est comme mon atelier maintenant. Moins de bruit, moins de faux semblants. Juste les choses qui sont réelles, les choses qui durent. Si vous avez déjà été la personne qu'on ignore, celle qu'on sous-estime, si vous avez déjà été la Faustine de votre propre famille, partagez votre histoire dans les commentaires. Racontez-moi comment vous avez trouvé votre propre force. Et si vous voulez plus d'histoire où la justice, même si elle est tardive, finit par gagner, où la façade finit toujours par tomber, alors abonnez-vous et activez la cloche. Vous ne voudriez pas manquer la suite.